vais essayer aujourd'hui de citer le sens de cette route par laquelle je vous ai mené cette année sous le titre d'un discours qui ne serait pas du semblant. Cette hypothèse, car c'est au conditionnel que ce titre vous est présenté, cette hypothèse est celle dont se justifie tout discours. N'omettez pas que l'année dernière, j'ai essayé d'articuler en 4 discours typiques ces discours qui sont ceux auxquels vous avez affaire dans un certain ordre instauré qui bien sûr ne se justifie lui-même que de l'histoire. Si je les ai brisés en 4, c'est ce que je crois avoir justifié du développement que je leur ai donné, c'est la forme que dans un écrit dit radiophonique, paradoxalement, mais pas tellement ça, si vous avez entendu ce que j'ai dit la dernière fois, un certain ordre donc dans cet écrit vous rappelle les termes. C'est du glissement toujours syncopé, glissement de 4 termes, dont il y a toujours 2 qui font séance, et ces discours que j'ai désignés nommément des discours du maître, des discours universitaires, des discours que j'ai privilégiés du terme de l'hystérie, et du discours de l'analyste que je les ai ordonnés. Ces discours ont la propriété de toujours avoir leur point d'ordonnance, qui est aussi celui d'ailleurs dont je les ai peints, d'être à partir du semblable. Qu'est-ce que le discours analytique a de privilégié d'être celui qui nous permet, en somme, les articulant ainsi, de les répartir aussi en 4 dispositions fondamentales. C'est paradoxal, c'est singulier, que une pareille énonciation se présente comme au terme de ce que celui qui se trouvait à l'origine du discours analytique, à savoir Freud, a permis. Il ne l'a pas permis à partir de rien. Il l'a permis à partir de ce qui présente, je l'ai bien des fois articulé comme étant le principe de ce discours même, à savoir ce qui se privilégie d'un certain savoir qui éclaire l'articulation au savoir de la vérité. Il est, à proprement parler, prodigieux que ceux-là même qui pris une certaine perspective, celle que nous pourrions définir, de supposer comme au regard de la société, ceux donc qui, dans cette perspective, se présentent comme des infirmes, soyons aimables comme des boiteux, et l'on sait que beauté boite, à savoir les névroses, et nommément les hystériques et les obsessionnels, ce soit que partie ce trait de lumière foudroyée qui traverse de long en large la dimension que conditionne le langage, la fonction qu'est la vérité, voire à l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Est-ce que je pourrais entendre ce qu'on me dit? Si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il
l'énonce d'une façon telle que tu peux l'entendre. Voir, chacun sait la place que cela tient dans l'énonciation de Freud, voir cette cristallisation qu'est ce que nous connaissons sous sa forme moderne, ce que nous connaissons de la religion, nommément la tradition judéo-chrétienne sur laquelle porte tout ce qu'a énoncé Freud à propos des religions. Ceci est cohérent, je le rappelle, avec cette opération de subversion qui jusqu'alors s'était soutenue à travers toute une tradition sous le titre de la connaissance, et cette opération s'origine de la notion de sainteté. Il est important historiquement de s'apercevoir que ce n'est pas là que réside la nouveauté de l'introduction à la psychanalyse réalisée par Freud. La notion de symptôme, comme je l'ai plusieurs fois marqué, et comme il est très facile de le repérer à la lecture de celui qui en est responsable, à savoir Marx. Ce qu'il y a dans la théorie de la connaissance de fondamental du prix, cette dimension du semble qu'introduit la duperie dénoncée comme telle par la subversion marxiste, le fait que ce qui est dénoncé, c'est justement toujours dans une certaine tradition parvenue à son acmé avec le discours hegelien, que quelques semblants y est instauré en fonction de poids et mesure, si je puis dire, atténues pour argent comptant. Ce n'est pas pour rien que j'emploie ces métaphores, puisque c'est autour de l'argent, autour du capital comme tel, que joue le pivot de cette dénonciation qui fait résider dans le fétiche ce quelque chose, un retour de la pensée doit remettre à sa place et très précisément en tant que semblant. Le singulier de cette remarque est tout de même fait aussi pour nous faire apercevoir qu'il ne suffit pas que quelque chose s'énonce dans cette dénonciation qui se pose comme une vérité au nom de laquelle émerge, se promeut la plus-value comme étant le ressort de ce qui réduit à son semblant ce qui jusque-là se soutenait d'un certain nombre de méconnaissances délibérées. Il ne suffit pas, remarquerait, et l'histoire le démontre, que cette irruption de la vérité se produise pour que, pour autant, soit abattu ce qui soutient de ce discours. Le discours que nous pourrions appeler dans l'occasion capitaliste, en tant qu'il est détermination du discours du maître, qui trouve bien, en fait, et bien plutôt son complément. Il apparaît que, loin que le discours capitaliste se porte plus mal de cette reconnaissance comme telle de la fonction de la plus-value, il n'en subsiste pas moins qu'aussi bien un capitalisme
repris dans un discours ordinaire, comme, eh bien, ce qui semble distinguer les suites politiques qui ont résulté sous forme d'une révolution politique, qui ont résulté de la dénonciation marxiste de ce qu'il en est d'un certain discours du semblant. C'est bien en quoi je ne m'appesantirai pas ici sur ce qu'il en est de la mission historique par là dévouée dans le marxisme, et tout au moins dans ce manifeste dévoué aux prolétaires. Il y a là, je dirais, un reste d'identification humaniste qui, en faisant du prolétaire celui, bien sûr, qui dans ce mécanisme se trouve le plus dépouillé, n'en montre pas moins que quelque chose qui le fait subsister effectivement dans cet état de dépouillement, et que le fait qu'il soit le support de ce qui se produit sous l'espèce de la plus-value n'est pas pour autant quelque chose qui d'aucune façon le libère de l'articulation de ce discours. C'est bien en quoi cette dénonciation nous reporte à une interrogation sur quelque chose qui pourrait être plus originel et qui se trouverait dans l'origine même de tout discours en tant qu'il est discours du semblant. C'est bien en quoi aussi ce que j'ai articulé sous le terme du flux des juifs nous reporte à ce qui est interrogé dans le discours freudien comme mettant en cause le rapport de quelque chose qui s'articule à proprement parler et à nouveau comme vérité en opposition à un semblant, et cette vérité, cette opposition, et cette dialectique de la vérité et du semblant se trouve, si ce que Freud a dit à un sens, situé au niveau de ce que j'ai désigné du terme de rapport sexuel. Je, en somme, ose inciter à ce qu'on s'aperçoive que si cette révélation qui nous est fournie par le savoir du névrose concernant quelque chose n'est rien de que ceci qui s'articule, il n'y a pas de rapport sexuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Non pas certes que le langage qui est déjà, je le dis, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est quelque chose qui se dit, c'est maintenant dit, mais bien sûr, il ne suffit pas de le dire, il faut encore les motiver, et les motifs, nous les prenons dans notre expérience prise, qui s'accroche à cette béance fondamentale, et qui c'est nous, il a son état central enroulé autour de ce vide dans ce que nous donne le discours du névrose. La dernière fois, il l'avait senti, je l'ai assez souligné, tenter d'amorcer d'un esprit comment ce qu'il en est du point de départ de ceci. C'est l'intention aujourd'hui, non pas, bien sûr, la chose au-delà des limites de tout ce qui peut se vivre dans l'espace limité d'un séminaire, non pas que le névrosé
en rapport à cette puissance. Mais de les mythes, les mythes dont c'est ordonné, c'est-à-dire non pas toujours sous la dictée, mais en écho pour névrosé, les mythes de Freud à force, pour pouvoir le faire dans un temps qui court, il faut partir de ce point vraiment central, qui est aussi le point d'énigme du discours psychanalytique. Le discours psychanalytique entend qu'il n'est ici qu'à l'écoute de ce discours dernier, de celui qui ne serait pas le discours du semblant. Il est à l'écoute d'un discours qui ne serait pas, mais qui aussi bien n'est pas. Je veux dire que ce qui s'indique n'est que la limite imposée au discours quand il s'agit du rapport social. C'est essayer, quant à moi, au point où j'en suis plus avant, et qui pourrait s'en formuler plus à fond, de dire que c'est de son échec au niveau d'une logique qui soutienne que dont toute logique soutienne, à savoir de l'écriture. Il est clair que l'œuvre de Freud est une œuvre écrite, mais aussi bien aussi que qu'elle dessine de ses écrits, c'est quelque chose qui entoure une vérité voilée, obscure, celle qui s'énonce de ceci, qu'un rapport sexuel tel qu'il passe dans un quelconque accomplissement nécessite une satiété que de cette composition entre la jouissance et le semblant qui s'appelle l'attachement, que nous la voyons ressurgir à tout instant dans les discours du névrose, mais sous la forme d'une crainte, d'un évitement. C'est justement en cela que la castration reste énigmatique, qu'aucune en somme de ces réalisations, les diverses mouvances, chatoyantes, ou aussi bien l'exploration de la psychopathologie, des phénomènes analysables, tout au moins de cette psychopathologie, que les excursions dans l'ethnologie le permettent, ne reste pas moins que quelque chose dont il distingue tout ce qui est évoqué comme castration. Nous le voyons sous quelle forme? Sous la forme toujours d'un évitement qui, le névrosé, si je puis dire, témoigne de l'intrusion nécessaire de ce que j'ai appelé à l'instant cette composition de la jouissance et du semblant qui se présente comme la castration. C'est justement en ce qui montre de quelque façon inapte et s'il en est des rituels d'initiation qui, comme vous le savez, vous ne le savez pas, reportez-vous aux ouvrages techniques et pour en prendre deux qui sont produits de l'intérieur sans l'antique lui-même, et vous désigne respectivement les problèmes hors bisexualité as reflected in circumcision, c'est-à-dire problème de la bisexualité en tant que réfléchi dans la circoncision, Hermann Lindbergh, paru à Angle Books, c'est-à-dire en fin de compte à l'Imago Publishing de Londres,
Et d'autre part, l'ouvrage intitulé Symbolic Wounds, lecture symbolique, de Bruno Bettelheim, qui libéré, déployé dans toute son ambiguïté, dans son flottement fondamental, l'hésitation, quelque sorte, de la pensée analytique entre une ordonnance explicative qui fait d'une crainte de la castration l'effet tout à fait opaque et en quelque sorte au petit bonheur du malheur, comme je dirais, des accidents dans lesquels se présente quelque chose qui dans ce registre ne serait que l'effet d'un tel malentendu jaillit de préjugés, de maladresse, de quelque chose de rectifiable, ou au contraire d'une pensée qui s'aperçoit qu'il y a bien là quelque chose dont la constance, à tout le moins dans un nombre immense des productions nous pouvons enregistrer les registres, que les catalogues soient plus ou moins bien faits, que ce soit de l'ethnologie ou de la psychopathologie que j'évoquais tout à l'heure, il y en a d'autres, nous mettent en face de ceci que ces deux épreuves l'expriment à l'occasion, il fait fort bien le dire, dans le malaise de la civilisation. C'est à propos de quelque chose qui, après tout, ne rend pas si nouveau que j'ai formulé qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Il indique bien sûr, en termes que je le fais d'habitude, tout à fait clair, que sans doute là-dessus, très précisément à propos du rapport sexuel, quelques fatalités qui rend nécessaire et qui alors apparaît comme étant les moyens, les passerelles, les édifices, les constructions, procédures qui, à la carence de ce rapport sexuel, pour autant qu'après tout, dans une sorte d'inversion de perspective, tout discours possible n'en apparaîtrait que comme le symptôme à l'intérieur de ce rapport sexuel, ménage dans des conditions que, comme à l'ordinaire, nous reportons dans la préhistoire, dans des domaines extra-historiques, qui, dans ces conditions-là, permettraient en quelque sorte la réussite de ce qui pourrait s'établir d'artiel, suppléant manque un cri en somme dans l'être parlant, sans savoir si c'est de qu'il soit parlant que c'en est ainsi, ou au contraire de ce que l'origine soit, que le rapport n'est pas par là, mais il faut que s'élabore sur tout ce qui habite le langage, il faut pour s'élabore quelque chose qui remplit la forme de la castration, la séance laissée dans quelque chose qui est pourtant essentiel, biologiquement essentiel, à la reproduction de ces êtres comme vivants, parce que leur race demeure féconde. C'est bien en effet le problème, à quoi semble faire face de ce qu'il en est des rituels d'initiation. Que ces rituels d'initiation comprennent des, appelons-les, manipulations, opérations, incisions, circoncisions, disent et mettent leur marque très précisément sur l'organe et nous voyons fonctionner comme symbole. Dans ce qui, par l'expérience analytique, nous est présenté comme allant bien au-delà du cellulaire
le phallus, et le phallus, en tant que c'est cette pièce que s'ordonne, mettre en impasse l'existence de l'homme et de la femme, en tant que nous les définirions d'un simple épinglage biologique, ces êtres qui très précisément sont avec l'existence sexuelle et d'une façon élective parmi toutes les autres existences, en difficulté avec elles, c'est bien là qu'il s'agit, et c'est de là nous devons partir. Si nous voulons que se maintienne un sens correct à ce qui inaugure du discours analytique, il existe, on le suppose, quelque chose de défini, c'est ce que nous appelons la castration, qui aurait le privilège de parer à ce quelque chose dont l'indécidable c'est le fond du rapport sexuel, pour autant que l'instance qui doit être organisée. Au regard de ceci, il me semble pas évitable, je parle de ces éléments techniques, la dramaturgie de contrainte qui fait comme ça le quotidien du cours analytique est tout à fait contraire à ça. C'est une remarque qui fait la valeur du livre second, celui de Bruno Bettelheim, que je vous ai pointé, et qui est évidemment tout à fait contraire avec ceci, qui est la seule chose importante. Il ne s'agit pas de repousser dans la préhistoire ce qu'il en est des rituels d'initiation. Les rituels d'initiation, comme tout ce que nous pouvons avoir envie de repousser dans la préhistoire, ils sont là, ils existent toujours, ils sont vivants par le monde. Il y a encore des Australiens qui sont de la culture subincisée, il y a des zones entières de la civilisation où la circoncision règne, et mais connaître dans un siècle dit de lumière, ces pratiques non seulement physiques, mais sont florides, se portent fort bien. C'est évidemment de là que parti pour nous apercevoir que ce n'est aucune dramaturgie concevable des contraintes qu'elles soient. Il n'y a pas d'exemple que ce soit seulement la contrainte. Il s'agit encore de savoir ce que veut dire une contrainte. Une contrainte n'est jamais quelque chose d'un tout autre ordre que la prétendue prévalence d'une prétendue supériorité physique ou autre. Elle se supporte précisément de définition, et si c'est à la loi, à la règle de définition que tel sujet veut bien soumettre, c'est bien pour des raisons ce qui nous porte, ce qui nous importe, c'est là que nous devons bien plutôt interroger quelle est la complaisance, pour employer un terme qui tourne du droit à l'hystérique, n'en est pas moins d'une portée extrêmement générale, la complaisance qui fait qu'il existe bel et bien, et en des temps tout à fait historiques, ce qu'il en est de ce qu'on nous présente comme quelque chose dont à soi seul, l'image serait insupportable. Elle était peut-être, en effet, insupportable sur elle, c'est justement là dont il s'agit, c'est de savoir pourquoi. C'est là que se prend mon fil. C'est à suivre ce fil que nous donnons sens à ça qui engage dans ce que j'appellerais cette parole inédite, ça inédite à certaines postes, elle
est bien historique et à notre portée. Une parole inédite et qui se présente en somme comme devant toujours pour une part le rester. Il n'y a pas d'autre définition à donner de l'intention. Non-en maintenant à l'hystérique qui me plaît de partir de l'hystérique pour essayer de voir où nous conduit ce style. L'hystérique, vous allez me demander, j'espère bien que non, en tout cas, qu'est-ce que c'est justement, ben, c'est cela le sens du discours analytique. C'est qu'à une pareille question, qu'est-ce que ça veut dire? L'hystérique en personne, il semble avoir travaillé assez longtemps à partir de l'imaginaire pour indiquer qu'en personne, ça le rappelait simplement ce qui est déjà écrit dans le terme personne, ça veut dire en masse, aucune réponse de départ ne peut être donnée de ce sens. À la question qu'est-ce que l'hystérique, la réponse du discours analytique, c'est vous le verrez bien, justement, à suivre où elle nous conduit. Dans l'hystérique, bien sûr, ne serait nulle part venu au jour ce qu'il en est de ce que j'inscris dans le texte, de vous donner la première ébauche logique de ce dont il s'agit maintenant, de ce que j'écris grand fils de X, qui est à savoir la licence, cette variable dans la fonction inscrite en X, ceci de ce rapport avec ce grand fils qui là désigne le phallique, découverte centrale, ou plutôt redécouverte, ou comme vous voudrez, rebaptême, puisque, comme je vous l'indiquais la dernière fois, c'est une phallique, en tant que semble dévoilé dans les mystères, que le terme est repris, et non pas par hasard, puisque c'est très précisément dans le fait que c'est au semblant du phallique qu'est rapporté le point pivot, le centre de tout ce qui peut s'ordonner, se contenir de la jouissance sexuelle, des premières approches des hystériques, dès les studies univers hystériques, Freud nous amène. C'est la dernière fois articuler ceci qu'en sorte, apprendre les choses du point qui peut en effet être interrogé de ce qu'il en est du discours le plus commun. Que dire, nous voulons bien, non pas pousser à son terme ce que la linguistique nous indique, mais justement l'extrapoler, savoir nous apercevoir que rien de ce que le langage permet de faire n'est jamais métaphore ou bien métonyme, que le quelque chose, toute parole, quelle qu'elle soit, prétend un instant dénoté, ne peut jamais que renvoyer à une connotation. Et que s'il y a quelque chose qui puisse, au dernier terme, s'indiquer comme étant ceci, de toute fonction appareillée du langage que dénote, je l'ai dit la dernière fois, il n'y a qu'une Bedeltung. Bedeltung des Salus, c'est la seule qui est du langage dénoté. Dénoté, bien sûr,
sans que puisse jamais rien y répondre, puisqu'il y a bien quelque chose qui caractérise le phallique, ça n'est non pas d'être le signe sentiment, comme certains ont cru pouvoir entendre certaines de mes paroles, mais d'être assurément, en tout cas, ce dont ne sort aucune parole. Signe et bégueuse. C'est de là, je l'ai rappelé la dernière fois, toute cette opposition articulée par le logicien vraiment inaugurable, que Frege, Signe et Bedeutung définissent des requêtes qui vont plus loin que ceux de connotation et de dénotation. Beaucoup de choses dans cet article dont Frege instaure les deux versants du signe et de la Bedeutung, beaucoup de choses sont à retenir, et spécialement pour un analyse. Car, assurément, sans une référence logique, qui bien sûr ne se suffit de la logique classique, de la logique aristotélicienne, sans une référence logique, il est impossible de trouver le point juste en les matières que j'aborde. La remarque de Frege tourne tout entière autour de ceci, se porter à un certain point du langage, du discours scientifique, ce que nous constatons, c'est par exemple des faits comme celui-ci, que est la même chose que de dire Vénus ou de l'appeler de deux façons, comme elle fut longtemps désignée, l'étoile du soir, l'étoile du matin. Est-ce la même chose de dire Sir Walter Scott ou de dire l'auteur de Waverley? Très bien, pour ceux qui l'ignoreraient, il est effectivement l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Waverley. C'est à l'examen de cette situation que Frege s'aperçoit qu'il n'est pas possible, en tous les cas, de remplacer Sir Walter Scott par l'auteur Waverley. C'est en cela qu'il distingue ceci que l'auteur de Waverley véhicule pense, signe, et que Sir Walter Scott désigne une égalité. Il est clair que si l'on pose avec Leibniz, n'est-ce pas, que salva veritate, pour poser la vérité, il faut poser que tout ce qui est dit comme ayant une équivalence et peut indifféremment se remplacer, et si on met la chose à l'épreuve, le mettre à l'épreuve, selon les voies tracées par Frege lui-même, le roi Georges III, peu m'importe, Georges III ou Georges IV, n'a dans l'occasion peu d'importance, demandait, informait de savoir si Sir Walter Scott était l'auteur de Waverley. Si nous remplaçons l'auteur de Waverley par Sir Walter Scott, nous obtenons une phrase suivante. Le roi Georges III s'informait pour savoir si Sir Walter Scott était Sir Walter Scott. Qui, bien évidemment, n'a absolument pas le même sens. C'est à partir de cette simple remarque, opération logique, que Frege instaure, inaugure sa distinction fondamentale du signe et de la Bedeutung. Il est tout à fait clair que cette Bedeutung nous renverra bien sûr à une Bedeutung toujours plus lointaine. Pour lui, bien sûr, il s'en arrête à la distinction de ce qu'il appelle le discours oblique et le discours direct.
Et pour autant que c'est dans une subordonnée que c'est le roi Georges III qui demande que nous devons ici maintenir les signes dans leur droit et ne remplacer en aucun cas l'auteur de Waverley par Sir Walter Scott. Mais ceci, bien sûr, est un artifice. C'est un artifice qui, pour nous, ne nous met que sur la voie de Sydney. À savoir que Sir Walter Scott, dans l'occasion, c'est un nom. Et aussi bien que quand M. Carnap reprend la question de la Bedetum, c'est par le terme nominatum qu'il le traduit, soit justement une glisse là où il n'aurait pas fallu glisser. Car ceci, justement, qui peut nous permettre d'aller plus loin, mais certainement pas dans la même direction que M. Carnap. C'est celle de ce que veut dire le nom. Le nom M-O-M. Je le répète comme la dernière fois. Il me est très facile de faire ici le lien avec ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Je vous ai fait remarquer qu'il a fallu répondre ici. Ceci vous met sur la voie de point. Ce désir ici accentué, c'est que le nom naît, et le nom Naon ici. Mais on le voit bien les autres au niveau du nom propre, comme je le disais avant. Le nom, c'est ce qui appelle. Mais à quoi? Et ce qui appelle à parler. Et c'est bien ce que c'est fallu, c'est qu'on peut l'appeler éternellement, il dira que c'est la seulement ceci, alors, donne son sens. Donne son sens à ce que j'ai appelé en son temps la métaphore paternelle, et c'est là que nous conduit. La métaphore paternelle, bien sûr, là où je l'ai introduite, c'est-à-dire au niveau de mon article sur la question préalable à tout traitement possible de la psychose, je l'ai inséré dans le schéma général, extrait du rapport de ce que nous dit la linguistique sur la métaphore, avec ce que l'expérience de l'inconscient nous donne de la condensation. J'ai écrit le S sur S1, multiplié par le S1 sur un petit S, et puis, comme j'ai écrit également dans l'instance de la lettre, fortement appuyé sur cette face de la métaphore, qui est d'engendrer un sens. Si l'auteur de Waverley est fine, c'est très précisément parce que l'auteur de Waverley remplace quelque chose d'autre qui est Bedelton spécial. Croit pouvoir épingler du nom de Sir Walter Scott. Mais enfin, il n'y a pas si temps que j'ai envisagé la métaphore paternelle. Si j'ai écrit quelque part que le nom du Père, c'est le salut, Dieu sait, c'est le frémissement d'horreur qui est évoqué dans quelques âmes pieuses. Mais précisément parce que ce date ne pouvait pas l'articuler mieux. Ce qui est clair, c'est que c'est le salut, bien sûr, mais c'est tout de même le nom du Père. Ce qui est nommé Père, le nom du Père, si c'est un nom qui lui a une efficace, c'est précisément parce que quelqu'un se lève pour répondre. Tout l'angle de ce qui se passait pour la détermination psychique de Frédéric, c'est en tant que signifiant capable de donner un sens au désir de la mère. À juste titre, je pouvais situer le nom du Père. Mais au niveau de ce dont il s'agit, parce que, disons, l'hystérique qu'il l'appelle, dont il s'agit, c'est
que quelqu'un parle. Je voudrais ici vous faire observer que si Freud a quelquefois essayé d'approcher d'un peu plus près cette fonction du père qui est tellement essentielle au discours analytique, qu'on peut dire d'une certaine façon quel en est le produit. Si je vous écris le discours analytique petit a sur S2, c'est-à-dire l'analyse sur ce qu'il a de savoir par le névrosé, question du sujet qui doit produire quelque chose. On peut dire que le signifiant maître, jusqu'à présent, du discours analytique, c'est bien le nom du père. Il est extrêmement curieux qu'il ait fallu le discours analytique pour que là-dessus se pose les questions. Qu'est-ce qu'un père? Freud n'hésite pas à articuler que c'est le nom par essence qui implique la foi. C'est la façon dont il s'exprime. Nous pourrions peut-être tout de même en désirer un petit peu plus. Après tout, apprendre les choses au ras niveau du biologique, on peut parfaitement concevoir que la reproduction de l'espèce humaine, que j'ai déjà fait, j'ai sorti déjà de l'imagination d'un romancier, se produisent sans aucune espèce d'intervention d'un être désigné sous le titre du père. L'assimilation artificielle, après tout, ne serait pas là pour rien. Qu'est-ce qui, en somme, fait la présence, depuis un temps qui n'est pas d'hier, de cette essence du père? Et après tout, est-ce que nous-mêmes, analystes, nous savons bien ce que c'est? Je voudrais tout de même vous faire remarquer ceci, c'est que dans l'expérience analytique, le père n'est jamais que référentiel. Nous interprétons telle ou telle relation avec le père. Est-ce que nous analysons jamais quelqu'un en tant que père? Le père est un terme de l'interprétation analytique. À lui se réfère quelque chose. C'est à la lumière de ces remarques qu'il faut bien, vous le voyez bien, que j'abrège, que je voudrais quand même vous situer ce qu'il en est du mythe de l'Édipe. Le mythe de l'Édipe fait en quelque sorte tracas, n'est-ce pas? Parce que soi-disant, il instaure la primauté du père, qu'il serait une espèce de reflet du patriarcat. Je voudrais vous faire sentir quelque chose qui ce par quoi, à moi tout au moins, il ne me paraît pas du tout un reflet du patriarcat. Bien loin de là. Il nous fait apparaître seulement ceci, un point d'abord, par où la castration pourrait être serrée d'un abord logique, et de cette façon que je désignerais d'être numérale. Le père, non seulement castré, mais il est précisément castré au point de n'être qu'un numéro. Ceci s'indique tout à fait clairement dans les dynasties. Tout à l'heure, je vous parlais d'un roi que je ne savais plus très bien comment nommer, Georges III ou Georges IV. Pensez que ce qui est justement, ce qui paraît le plus typique, la représentation de la paternité, à savoir la royauté, c'est comme ça que ça se passe. Georges I, Georges II, Georges III, Georges IV. Mais enfin, il est bien évident que ça ne n'épuise pas la question. Il n'y a pas seulement numéro, il y a nombre.
Pour tout dire, j'y vois le point d'aperception de la série des nombres naturels, comment s'exprime. Et comment s'exprime pas si mal, car vous voyez, c'est très proche de la nature. Je voudrais vous faire remarquer que puisqu'on évoque toujours à l'horizon de l'histoire, bien entendu, je vois c'est une raison de suspicion extrême. Je voudrais vous faire simplement remarquer ceci, c'est que le matriarcat, comme on s'exprime, n'a aucun besoin de producer aux limites de l'histoire. Le matriarcat consiste essentiellement en ceci, c'est pour ce qui est de la mère, comme Freud le soulignait à l'occasion, il n'y a pas de doute. On peut à l'occasion perdre sa mère dans le métro, bien sûr. Mais enfin, il n'y a pas de doute sur qui est la mère. Il n'y a également aucun doute sur qui est la mère de la mère. Et ainsi de suite. La mère, dans sa lignée, je dirais, est innombrable. Elle est innombrable dans tous les sens propres du terme. Elle n'est pas à numérer parce qu'il n'y a pas de point de départ. La lignée maternelle a beau être nécessairement en ordre, on peut la faire partir de nulle part. Je voudrais vous faire remarquer d'autre part ceci qui paraît être la chose qu'on touche le plus couramment du monde, parce qu'après tout c'est pas rare, mais ça, il n'est pas du tout rare qu'on puisse avoir pour père son grand-père. Je veux dire pour vrai père. Et même son arrière-grand-père. Oui. Les gens vivaient, comme il nous est dit dans la première lignée des patriarches, pas dans les environs de 900 ans, j'ai relu ça récemment. C'est très très piquant, c'est un trucage absolument sensationnel. Tout est fait pour que les deux ancêtres de Noé, là les plus directs, soient morts juste au moment où le déluge se produit. Quand on voit ça, c'est fignolé. Et enfin, laissons ça de côté, c'est pour simplement vous mettre dans la perspective de ce qu'il en est du Père. De ceci, voyez-vous, ce qui résulte, je pense que d'aller un peu vite, parce que l'heure s'avance, c'est que si nous définissons l'hystérique par ceci, qui définit, ça ne est pas particulier, le névrose, à savoir l'évitement de la castration. Il y a plusieurs façons de l'éviter. L'hystérique a ce procédé simple, c'est qu'elle l'unilatéralise de l'autre côté, du côté du partenaire. Disons qu'à l'hystérique, il faut le partenaire, chacun. Qu'il soit sacré, il est clair, et c'est au principe de la possibilité de la jouissance de l'hystérique. Mais c'est encore trop. S'il était sacré, il aurait peut-être une petite chance, puisque la castration, c'est justement ce que j'ai défini tout à l'heure, comme étant ce qui permet le rapport sexuel. Il faut qu'il soit seulement ce qui répond à la place du salut. Alors, puisque Freud lui-même nous indique, et je vais vous dire, mon Dieu, à quelle page, n'est-ce pas, nous indique lui-même que tout ce qu'il élabore comme mythe, ceci est à propos du Moïse, je n'en ferai pas ici la critique, dit-il, de ce qu'il a lui-même écrit à la date où il le publie en 1938 sur son hypothèse historique, à savoir celle qu'il a rénovée de Céline. Car tous les résultats acquis, dit la traductrice, constituent les déductions psychologiques qui en dérivent des 616 qui rapportent,
Comme vous le voyez, ça ne veut rien dire. En allemand, ça veut dire quelque chose, c'est den, die bilden, die Voraussetzung, car ils forment la supposition der psychologischen Erörterungen, des manifestations psychologiques qui, de ces données, n'est-ce pas, von ihnen ausgehen, découlent, et toujours de nouveau, auf sie zurückkommen, ils font retour. C'est bien en effet sous la dictée de l'hystérique que non pas s'élabore, car jamais l'Égypte n'a été par preuve véritablement élaborée. Il est indiqué en quelque sorte à l'horizon, dans la fumée, si l'on peut dire, ce qui s'élève comme sacrifice de l'hystérique. Mais observons bien ce que veut dire maintenant cette nomination, cette réponse à l'appel du Père dans l'Égypte. Je vous ai dit tout à l'heure que ça introduit la série des nombres naturels. C'est que là, nous avons ce qui, à la plus récente élaboration logique de cette série, à savoir celle de Peano, s'est avéré nécessaire. C'est à savoir, pas simplement le fait de la succession, quand on essaie d'axiomatiser la possibilité d'une telle série, on rencontre la nécessité du zéro pour poser le successeur. Les axiomes minimaux de Peano n'insistent pas sur ce qui a pu se produire en commentaire, en marge, en perfectionnement, mais la dernière formule, c'est celle qui pose le zéro comme nécessaire à cette série, faute de quoi elle ne saurait d'aucune façon être axiomatisée, et faute de quoi elle serait donc innombrable, comme je disais tout à l'heure. L'équivalence logique de la fonction est très précisément cette fonction de J0. Trop souvent oubliée, je ne peux le faire qu'en marge et très rapidement. Vous ferez observer que nous entrerons dans le deuxième millénaire en l'an 2000, que je sache. Si simplement vous admettez ça, vous l'admettez, vous pouvez aussi bien ne pas l'admettre. Mais si simplement vous admettez ça, je vais faire remarquer que ça rend nécessaire qu'il y ait eu un an zéro après la naissance du Christ. C'est ce que les auteurs du calendrier républicain avaient oublié. La première année, ils l'ont appelé l'an 1 de la République. Ce zéro est absolument essentiel à tout repérage chronologique, naturel. Et alors, nous comprenons ce que veut dire le meurtre du Père. Il est curieux, singulier, n'est-ce pas, que ce meurtre du Père n'apparaissent jamais, même dans les drames, comme le fait remarquer avec pertinence quelqu'un qui a écrit là-dessus un pas mauvais chapitre, que même dans les drames, il n'y a jamais aucun dramaturge, on n'a osé, exprime l'auteur, faire présenter, manifester le meurtre délibéré d'un père par un fils. Faites bien attention à ça, même dans le théâtre grec, le fait qu'elle n'existe pas d'un père en tant que père. Et par contre, c'est tout de même le terme meurtre du père qui paraît sans que Freud élabore à partir de ce que constitue du fait de l'hystérique et de son bord, le refus de la capacité. Ce que je n'ai pas justement. Autant que le meurtre du père est le substitut de cette capacité refusée, que l'Égypte a pu venir s'imposer à la pensée de Freud dans la filière de ses apports de l'hystérique. Il est clair que dans la perspective hystérique, c'est le phallus fécond
qu'il engendre, c'est lui-même, si l'on peut dire, que la fécondité est forgerie phallique, et c'est bien par là que tout enfant est reproduction du phallique, tant qu'il est gros, s'il m'exprimait ainsi, d'engendrement. Mais alors, nous entrevoyons aussi, puisque c'est du pape Lidin, que je vous ai inscrit la possibilité logicier du choix dans cette relation insatisfaite au rapport sexuel, que c'est du pape Lidin que je voulais désigner. C'est par là que les incroyables complaisances de Freud pour un monothéisme dont il va chercher le modèle, chose très curieuse, bien ailleurs que dans sa tradition. Il lui faut que ce soit Akhenaton. Rien n'est plus ambigu, je dirais, sur le plan sexuel, que ce monothéisme solaire. À le voir rayonner de tous ces rayons pourvus de petites mains qui vont chatouiller les naseaux, et d'innombrables menus humains, enfants, de l'un et l'autre sexe, dont il est dans cette imagerie, de la culture égyptienne tout à fait frappante, c'est le cas de le dire, ils ressemblent comme des frères, mais encore plus comme des sœurs. Si le mot sublime peut avoir son sens ambigu, c'est bien là. Aussi bien ce n'est pas pour rien que les dernières images monumentales, celles que j'ai pu voir la dernière fois que j'ai quitté le sol égyptien, d'Akhenaton sont des images non seulement sacrées, mais carrément féminines. Il est tout à fait clair que si la castration a un rapport au phallus, ça n'est pas là que nous pouvons le désigner. C'est-à-dire que si je fais le petit schéma qui correspondrait au patou ou au patou, comme désignant un certain type de la relation au fidéisme, eh bien, en ce sens que c'est au fidéisme lui-même que se rapporte le génie. Le passage à la médiation entre guillemets masculine, mais bien celle que de cet au moins un que je soulignais et que nous retrouvons dans le piano par ce N plus 1 toujours répété, celui qui en quelque sorte suppose que le N qu'il précède se réduit à zéro. Par quoi? Précisément par le meurtre de père. À ce repérage, de si l'on peut dire le détour. La façon pour employer le terme de Frege lui-même, c'est bien le cas de le dire, oblique ungerade, dont le sens du meurtre du père se rapporte à une autre Bedeutung. C'est là qu'il faudra bien que je me limite aujourd'hui, m'excusant de n'avoir pas pu pousser plus loin les choses. Ce sera donc pour l'année prochaine. Je regrette que les choses se soient cette année été forcément ainsi tronquées, mais vous pourrez voir que le totem établi par contre, à savoir celui qui met du côté du père la jouissance originelle, est quelque chose à quoi ne répond pas moins un évitement strictement équivalent de ce qu'il en est de la castration, strictement équivalent. C'est en quoi se marque bien ceci, que l'obsessionnel pour répondre à la formule « il n'y a pas de X qui existe », qui s'inscrit dans la variable phi de X, l'obsessionnel. Comment l'obsessionnel se déroge
se dérobe simplement de ceci, de ne pas exister, c'est quelque chose auquel, pourquoi pas, nous renouerons la suite de notre discours. L'obsessionnel en tant que il est dans la tête de ne pas exister au regard de ce terre, non moins mythique que celui de Totem et Tabou. Comment? Et là que s'attache réellement tout ce qu'il en est d'une certaine édification religieuse et de ce en quoi elle n'était là pas réductible et même pas de ce que Freud accroche à son second mythe, celui de Totem et Tabou, à savoir ni plus ni moins que sa seconde topique, c'est ce que nous pourrons développer ultérieurement. Car notez-le, la seconde topique, c'est sa grande innovation, c'est le surmoi. Quelle est l'essence du surmoi? C'est là-dessus que je pourrais finir en vous donnant quelque chose dans le creux de la main que vous pourrez essayer de manipuler par vous-même. Quelle est l'ordonnance sur moi? Précisément, elle s'origine de ce père originel. Plus de mysticisme, que cet appel comme tel à la jouissance, c'est-à-dire aussi à la non-castration. Et qu'est-ce que ce père en effet dit au déclin de l'édition? Il dit ce que dit le surmoi. Ce dit le surmoi n'est pas pour rien que je ne l'ai encore jamais vraiment abordé. Ce dit le surmoi, c'est Louis. Tel est l'ordre impossible à satisfaire, et qui, comme tel, est à l'origine de ce qui fait là-bas, si paradoxal que cela puisse paraître, au terme de la conscience morale. Pour bien en sentir le jeu, je dirais même la dérision, il faut que vous lisiez l'Ecclésiaste. Jouis tant que tu es dans le salon. Jouis, l'auteur énigmatique, comme vous savez, de ce texte étonnant. Jouis avec la femme que tu es. Et le comble du paradoxe, parce que c'est justement de l'aimer, c'est bien l'obstacle.